Et on a peut-être une responsabilité aussi, comme individu et collectivement, de prendre soin de nos plans d'eau. Mylène, je vais la laisser peut-être se présenter, qu'est-ce qu'elle fait au comité CIP des Deux-Rives. Mais j'ai la chance aussi de travailler avec Mylène parce qu'elle fait partie du conseil d'administration de Environnement aussi. Et donc, on a travaillé ensemble sur d'autres tribunes. Et moi, je suis très fière de vous la présenter ce matin. Alors, je lui laisse la parole et je vous reviens pour la finale. Je suis directrice du comité ZIP Les Deux-Rives. Ça fait quand même une dizaine d'années que je travaille en fait pour la protection du fleuve Saint-Laurent. Tu peux enchaîner. Donc, c'est quoi un comité ZIP? Un comité ZIP, c'est un organisme qui travaille, comme je dis, sur la protection du fleuve Saint-Laurent. On travaille sur différents enjeux avec les collectivités riveraines, que ce soit avec les municipalités, les acteurs qui veulent un environnement plus sain, un environnement fluvial plus sain. On travaille sur l'amélioration de la qualité de l'eau, la conservation de la biodiversité, donc on parle de l'habitat public, de la biodiversité. Et puis on travaille aussi sur la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Donc on a aussi comme objectif que les gens utilisent le fleuve de façon responsable toujours, mais que les gens puissent utiliser le fleuve en faisant du kayak, de la baignade, des choses comme ça. Des comités ZIP, il y en a 12 au Québec. Donc, c'est des organismes qui sont financés par le gouvernement fédéral. Et puis, comme je dis, il y en a 12 au Québec qui couvrent tout l'environnement fluvial. Donc, il y en a qui partent de Montréal jusqu'aux îles de la Madeleine. Donc, moi, je travaille à Trois-Rivières sur un territoire qu'on voit ici sur la carte. Je travaille principalement sur le territoire Rive-Nord et Rive-Sud de Trois-Rivières jusqu'à Sainte-Anne-de-la-Pérade sur la Rive-Nord. Et sur la Rive-Sud, sur la MRC, finalement, de Bécancour. Et puis, en fait, ma voisine de l'Ouest, c'est la ZIP du Lac-Saint-Pierre et ma voisine de l'Est, c'est la ZIP de Québec. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à deux principales questions. Je vais vous parler de la qualité de l'eau du fleuve, en fait. Donc, qu'en est-il de la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent? Et puis, en un deuxième temps, je vais vous parler des rives du fleuve Saint-Laurent. On sait que l'humain habite les rives du fleuve Saint-Laurent, mais ça a également des conséquences sur l'environnement. Et puis, une autre question à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut cohabiter l'humain avec l'environnement de façon à ce que ce soit bien? Bien, je vais pouvoir vous en parler. Donc, je commence mon premier bloc par la qualité de l'eau. On sait que le fleuve Saint-Laurent approvisionne la moitié du Québec. Donc, quand vous buvez de l'eau de votre robinet, il y a quand même la moitié du Québec qui s'approvisionne en eau potable. Donc, c'est quand même important de s'intéresser à ce qu'il y a dans l'eau, finalement, du fleuve. Et puis, on veut se baigner dans le fleuve aussi. Puis, pour ça, il faut savoir si l'État est quand même capable de permettre qu'on puisse se baigner dans le fleuve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un peu de ce qu'on retrouve dans l'eau, de c'est quoi les impacts de ces polluants-là qu'on retrouve dans l'eau, puis de ce qu'on en sait aussi de ces polluants-là. Je commence tout de suite avec les coliformes. Non, tu peux. Je vais te le dire quand je s'arrête parce que c'est un petit peu trop vite. Donc, les coliformes fécaux, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi les coliformes fécaux? C'est du caca. Du caca. Donc, finalement, c'est des matières fécales qui contiennent des bactéries, entre autres des E. coli, des bactéries qui peuvent être dommageables pour la santé humaine. Donc, l'origine des coliformes fécaux, il y en a deux. Il y a le caca qui vient des humains et le caca qui vient des animaux. Fait que c'est ce qu'on retrouve dans le fleuve Saint-Laurent, c'est souvent en fait, ce qui vient de l'humain, ce qui sort du traitement des eaux usées, qui ne traite pas nécessairement totalement en fait, l'eau. Donc, ça sort des eaux usées qui sont traitées par les municipalités ou du fumier qui est répandu dans les terres agricoles, donc d'origine agricole aussi. Les impacts, vous savez que les bactéries E. coli, ce que ça fait causer, c'est des gastro-entérites, des crampes. Donc, des problèmes justement pour la santé humaine. Tu peux y aller. Il y a des critères qui ont été établis par le ministère de l'Environnement pour savoir, en fait, si la quantité de coliformes fécaux dans l'eau peut avoir une atteinte pour les humains. Donc, voici, je vous présente les codes qui ont été déterminés par le ministère de l'Environnement.
Le moment où on ne peut pas se baigner dans le fleuve, finalement, c'est quand on retrouve plus de 200 unités de coliformes fécaux pour 100 ml d'eau. Fait que quand on a une cote D en rouge, ça veut dire allez pas vous baigner là-dedans parce que c'est vraiment pas une bonne idée, vous pourriez tomber malade. Donc ça met un peu la table à la suite. Tu peux passer, Lauriane. Il y a eu une étude qui a été faite récemment par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y a un bateau qui s'appelle le Lamsilis qui a ratissé le fleuve Saint-Laurent de Montréal jusqu'à Saint-Anne-de-la-Pérade, qui a pris plusieurs échantillons d'eau. Et puis, sont arrivés à la conclusion, en fait, qu'à la sortie de Montréal, il y a énormément de coliformes fécaux qui peuvent aller jusqu'à parfois 6000 unités de coliformes fécaux par 100 ml. Tantôt, je vous disais que 200, c'est problématique. Fait qu'à certains endroits, on retrouve vraiment beaucoup de coliformes fécaux dans le fleuve Saint-Laurent. Tu peux poursuivre. Ben, ce projet d'échantillonnage d'eau-là, entre Montréal et Saint-Anne-de-la-Pérade, a révélé que dans 50% des cas, des échantillons qui ont pris, ben, c'était pas une bonne idée de se baigner parce que ça dépassait la norme de 200 finalement unités de coliformes fécaux. Puis malheureusement, une nouvelle qu'on sait, c'est que les coliformes fécaux, quand ils sortent d'une usine de traitement des eaux, ils ont tendance à vouloir se diriger sur les rives, donc l'endroit où habituellement on va se baigner. Fait que, ils ne sont pas smart, ils vont où on ne veut pas qu'ils aillent. Donc voilà, il y a quand même un problème de coliformes fécaux dans le fleuve Saint-Laurent. Sur le territoire auquel moi je m'intéresse un peu plus, on le voit ici, le secteur Pointe-du-Lac jusqu'à Saint-Anne-de-la-Pérade-des-Chaillons. Il y a un programme qui a été mis en place par le ministère de l'Environnement autour du début des années 2000 pour faire des suivis estivaux sur certaines plages. Donc ici, on en a les résultats. Les coliformes fécaux dans notre secteur ici se concentrent plus sur la rive nord que la rive sud. Entre autres, ici on a au parc du relais portuaire. On n'a pas beaucoup de données, malheureusement. Le seul suivi qu'il y a eu, c'était au début des années 2000, mais on voyait que l'eau était constamment polluée pendant cet été-là. Vatican, la plage de Vatican, c'est continuellement très pollué, malheureusement. C'est peu connu parce qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent cette plage-là quand même, mais à la plage de Vatican, c'est vraiment pas. La qualité de l'eau est vraiment pas bonne. Et pourtant, on voit sur la rive sud, Bécancour, c'est quand même un petit peu moins pire, et des Chaillons sur Saint-Laurent. Là, on voit que l'eau était quand même assez bonne là, pour la baignade. Malheureusement, comme je dis, on avait un suivi qui s'est arrêté en 2009, qui a repris sur certaines petites plages en 2017. Mais un constat qu'on fait entre autres au comité ZIP, c'est qu'il n'y a pas assez de suivi de qualité de l'eau. Fait que c'est difficile en fait de pouvoir en parler à la population et de déterminer des actions aussi parce qu'on ne fait pas beaucoup de suivi. Je vais passer à l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans l'eau du Saint-Laurent? Des nutriments. C'est quoi des nutriments? En fait, c'est du phosphore et de l'azote. Et du phosphore et de l'azote, à quoi ça sert? Ça sert principalement à engraisser des terres, finalement. C'est beaucoup une pollution d'origine agricole, je dirais, parce que c'est beaucoup utilisé, entre autres, sur les terres agricoles, évidemment, pour que le soya, le maïs puisse pousser. Et puis, ce qui arrive, c'est que souvent, quand il pleut ou bien quand il y a la fonte des neiges, ben, l'eau va fondre et puis ça va rentrer dans la terre. Et puis la terre, ben, l'eau qui se retrouve dans les cours d'eau ensuite est chargée en nutriments. Donc, c'est comme ça que nos nutriments, notre azote et notre phosphore, vont se retrouver dans les cours d'eau et ultimement dans le fleuve Saint-Laurent. C'est quoi les impacts des nutriments? Ben, c'est un vieillissement prématuré des cours d'eau. Donc, ça, on appelle ça de l'eutrophisation. L'eutrophisation, en fait, ça veut dire qu'il y a tellement d'azote et de phosphore qui se retrouvent, de nutriments qui se retrouvent dans notre cours d'eau, que ça va alimenter les plantes aquatiques. Et puis, il va y avoir tellement de plantes aquatiques qui vont pousser dans le cours d'eau que ces plantes-là, ben, ils vont prendre toute la place. Puis, des plantes, ça prend de l'oxygène. Fait qu'à un certain seuil, ils vont tellement prendre de l'oxygène qu'il n'y en aura plus ou pas assez pour les poissons. Fait que ça peut créer des problèmes au niveau de la vie aquatique. Un autre problème qui peut apporter l'eutrophisation, c'est la production de cyanobactéries. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler de ces fameuses algues bleues vertes-là. Quand il y a beaucoup de nutriments, puis il y a d'autres facteurs comme la chaleur, le soleil qui rentre dans les atomes, il peut y avoir l'épanouissement de cyanobactéries. Ces cyanobactéries-là vont libérer des toxines qui sont dommageables pour la faune aquatique, entre autres. Et puis, aussi, les cyanobactéries, quand ils prennent de l'ampleur, peuvent prendre la place des herbiers aquatiques. Les herbiers aquatiques qui sont des habitats importants pour la faune. Donc, c'est un peu le problème de surplus de nutriments dans les cours d'eau.
Donc, certains constats. Il y a des données historiques qui montrent que la situation est pire dans le fleuve Saint-Laurent, qu'il y a vraiment une dégradation à ce niveau-là, au niveau du fleuve Saint-Laurent dans les 20 dernières années, probablement dû à un essor d'une agriculture qui est plus intensive qu'avant. L'agriculture a changé. C'est à cause de l'économie. On sait qu'il y a beaucoup de plantes de culture fourragère qui ont été transformées en plantes, plus en culture de soya et de maïs, qu'on utilise plus d'engrais à ce moment-là dans ce type de culture-là. Donc, c'est une des conséquences, entre autres, sur l'environnement. Oui, c'est ça. Les chercheurs ont aussi observé que les cyanobactéries commencent à dominer les algues, en particulier à Montréal et dans le lac Saint-Pierre. D'ailleurs, dans le lac Saint-Pierre, vous avez sûrement entendu parler qu'il y a un moratoire actuellement sur la perche chaude. Le moratoire sur la perche chaude, ils l'ont fait parce qu'il y a un effondrement des stocks de perche chaude. Et une des causes de cet effondrement-là, c'est la perte d'habitat pour la perche chaude. Ce qui se passe, ce que les chercheurs observent, c'est que les herbiers aquatiques qu'il y avait dans le fleuve Saint-Laurent sont progressivement remplacés par les cyanobactéries. Et puis ça en fait en sorte que les perches chaudes, quand ils vont pondre leurs œufs, ils vont pondre ça sur les herbiers aquatiques, sur les grandes herbes. Et puis le fait qu'il y ait moins d'herbiers aquatiques, il y a moins d'habitat pour la perche chaude. Et puis c'est une des causes en fait de ça, de l'effondrement des stocks de perche chaude. Ah, on vient justement de le dire. Il y a aussi des stations d'échantillonnage, pour la portion qui nous intéresse ici, qui sont en dessous du pont La Violette. Il y a 4 stations d'échantillonnage sous le pont La Violette qui sont mensuellement échantillonnées, puis on regarde la qualité de l'eau de ces échantillons-là. Et puis, en 2015 et 2017, les échantillons d'eau récoltés, en fait, ils dépassent à 80% du temps les normes pour la baignade. Donc, c'est quand même à Trois-Rivières, on voit qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, au niveau des coliformes fécaux, mais aussi au niveau des nutriments. Les pesticides. Là, je suis en train de vous déprimer, mais après ça, je vais vous donner des pistes de solutions, vous allez voir. Donc, les pesticides, on retrouve des pesticides dans le fleuve Saint-Laurent. Un pesticide, en fait, vous savez sûrement, c'est une substance qui est utilisée pour les insectes nuisibles, entre autres beaucoup en milieu agricole. On l'utilise aussi en milieu résidentiel dans les gazons, mais c'est sûr que les charges provenant du milieu agricole, étant donné que l'agriculture prend beaucoup de place sur le territoire en termes de superficie, c'est certain que la majorité des pesticides dans le fleuve sont d'origine agricole. Les impacts que ces substances-là ont dans le fleuve, c'est principalement sur la vie aquatique. C'est des perturbateurs endocriniens. Donc, il y a certains pesticides, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils changent la quantité d'estrogène, donc d'hormones féminines dans leur corps, et de testostérone, donc d'hormones masculines. Donc, ça peut dérégler finalement leur système aussi reproducteur. Donc, parfois, à forte dose, les poissons vont avoir de la difficulté à se reproduire s'il y a trop de pesticides dans l'eau. Et puis, ça agit aussi sur leur système nerveux. Donc, s'il y a trop de toxicité, s'il y a trop de pesticides dans l'eau, ça va apporter des problèmes au niveau de la nage du poisson. Donc, puis aussi, ça va apporter des difficultés à leur comportement en groupe. Vous n'êtes sûrement pas étonné de savoir ça, entre autres à cause que ces pesticides-là, ils apportent beaucoup de problèmes au niveau des abeilles pour les mêmes raisons que je viens de vous évoquer. Il y a des problèmes au niveau des abeilles à ce moment-là. Fait que tu peux changer. Donc, il y a quelques constats. Là, ici, on voit la photo du Lemcidis, quand je parlais de la mission qui a été faite par les chercheurs de l'UQTR. Ça, c'est à bord de ce bateau-là qui a un faible tirant d'eau qui peut aller vraiment partout sur le fleuve. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les chercheurs, dans leur mission sur la qualité de l'eau entre Montréal et Saint-Anne-de-la-Pérade? C'est près de 99% des échantillons récoltés contiennent des pesticides. Donc, entre Montréal et Saint-Anne. Principalement, c'est de l'atrazine, du glyphosate et des néonicotinoïdes. Puis, pour le tiers de ces échantillons-là, les taux de néonicotinoïdes étaient supérieurs aux normes canadiennes, donc il y avait pour la vie aquatique, donc il y avait un impact réel sur la vie aquatique. Puis, une chose qui est intéressante de savoir aussi, c'est que les pesticides, c'est pas comme les coliformes fécaux. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les coliformes fécaux, ça se dégrade tranquillement. Donc, ça finit par disparaître, ce qui est intéressant. Les pesticides, ça ne se dégrade pas beaucoup, fait que ça va rester longtemps dans le sol. Et puis même si on arrête dans les pentes, avec le temps, ça ne se biodégrade pas dans le sol, ça va finir par
se relayer. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait peut-être finalement s'inspirer de la France parce que ces pesticides-là que je vais nommer sont bannis en France pour toutes sortes de raisons, entre autres à cause du déclin des abeilles, mais éventuellement, peut-être qu'on prendra exemple sur la France et qu'on bannira ces fameux pesticides au Québec. Je termine avec le cocktail de trucs qu'on trouve dans le fleuve avec les contaminants émergents. Les contaminants émergents, quand on parle de ça, on parle de toutes sortes de choses, entre autres des produits pharmaceutiques. On retrouve dans l'eau du Saint-Laurent des antidépresseurs, des anti-inflammatoires, des antibiotiques, des hormones aussi, parce qu'on sait que nous, quand on prend la pilule ou qu'on a un stérilet, notre urine qui se retrouve dans l'eau, finalement, se retrouve ultimement dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, il y a beaucoup d'hormones qui se retrouvent dans le fleuve Saint-Laurent. Puis ces hormones-là ne sont pas nécessairement, et puis ces produits pharmaceutiques-là ne sont pas traités par les eaux usées parce qu'on n'avait pas pensé ça comme ça, le traitement des eaux usées à l'époque. Donc il y a beaucoup de contaminants qui passent dans les mailles du filet du traitement des eaux usées finalement. Les microplastiques, microbilles, chose qui est bannie par exemple actuellement au Canada, donc c'est intéressant. Mais on en retrouve encore dans le fleuve. Et le bisphénol A, là je vous en nomme quelques-uns, mais il y en a d'autres contaminants émergents. Les impacts de ces contaminants-là, beaucoup sont des perturbateurs endocriniens dont je parlais, donc sur les quantités d'hormones qu'on retrouve dans les communautés aquatiques, sur le système nerveux. Puis il y a beaucoup d'impacts qu'on ne connaît pas encore aussi. Je pense à... Oh mon Dieu, j'ai fait ça! C'est pas la messe. La messe, donc, c'est ça, il y a beaucoup de choses qu'on mesure actuellement dans le fleuve, mais qu'on ne connaît pas encore leur impact. Les chercheurs travaillent là-dessus. Là, je vous prends entre autres des terres rares, ce qu'on retrouve dans nos cellulaires. Il y a beaucoup de trucs qui se retrouvent dans le fleuve. Puis même, on parle des technologies vertes, les auto-hybrides, les batteries, tout ça. Il y a des chercheurs qui ont trouvé des traces de terres rares qui proviennent finalement des autos électriques et puis de nos fameux cellulaires dans le fleuve. Puis, on ne sait pas finalement encore l'impact que ça va avoir sur les communautés aquatiques, mais au moins on s'y attend. Parfois, on pense que la qualité de l'eau s'est améliorée dans le fleuve sur certains facteurs, sur certains contaminants, oui. On va se dire, avant les années 80, il n'y avait pratiquement aucune station d'épuration. En fait, il n'y avait pratiquement aucun traitement qui se faisait dans les eaux usées. Et puis, il y avait aussi beaucoup de pollution industrielle. Ensuite, il y a eu un programme d'assainissement des eaux qui a été mis en place depuis les années 80 à cause de ce constat-là. Et puis, oui, il y a eu des améliorations sur certaines contaminations du fleuve, mais sur d'autres qu'on connaissait moins avec le progrès, là, il n'y en a pas nécessairement. Et voilà. Donc, quelques faits saillants sur nos fameux anti-inflammatoires et produits pharmaceutiques. Si on regarde la qualité de l'eau avant Montréal et après Montréal, il y a 10 fois plus d'antidépresseurs et d'anti-inflammatoires à la sortie de Montréal. Donc, les poissons là-bas ne sont pas déprimés, je pense. Hey, ça va bien, ils sont tranquilles. Puis, chez nous, à Trois-Rivières, nos fameuses stations, sur le pont-la-Violette, qu'on suit d'année en année. En 2007 et 2009, ce qu'on retrouvait dans nos échantillons mensuels, on retrouvait de l'ibuprofène et d'acétaminophène 50% du temps. Donc, nos poissons ont pas mal à la tête non plus. Puis, la caféine, 80% du temps. Donc, ils ont leur petite dose le matin pour être bien réveillés. Et puis, du bisphénol A, 75% du temps. Fait que, ce que je veux montrer là-dedans, c'est que oui, on a un traitement des eaux usées au niveau des municipalités, mais c'est loin d'être parfait. On a toujours place à l'amélioration. Et la caféine, c'est curieux, ça fait longtemps qu'on boit du café. Oui. Que les traitements sont pas capables d'être associés à ça. Ah ouais, c'est ça, les eaux. Je vais vous en parler justement du traitement des eaux usées, comment ça marche, là, parce que ça. Il y a des choses qui sont enlevées des eaux usées, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Il y a des choses qui sont tellement petites que finalement ça passe vraiment dans les mailles du filet, puis le café en est probablement
la caféine en est probablement une des substances dans les maillots. Fait que quand le maire de Montréal a bu son verre d'eau à la sortie de l'usine, Oh my god! C'est vrai que je n'ai pas fait ça? Moi, j'aurais pas fait ça. pas la mairesse, là, Le maire. Godard, hein? Ah ouais, non, mais traité, là, quand même. Là. Ouais. Traité. Ah, ok, de l'eau pour l'eau potable. Ok, ok. Ah, ben C'est voilà. pas le même traitement. Non, Là. Parce que L'autre traité. s'il prend ce qui sort des eaux Il y a bien usées, des il y a des problèmes intestinaux. Fait que comment ça marche le traitement des eaux usées? Parce qu'on parle souvent de traitement des eaux usées. Il y en a qui font un traitement primaire, il y en a qui font un traitement secondaire, puis il y en a qui font des traitements tertiaires. Au Québec, la majorité des municipalités traitent leurs eaux. Il en reste quand même une centaine qui ne les traitent pas encore. Et puis là, tu peux y aller. Lauriane, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Au tout début, dans le traitement des eaux, ce qui arrive, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un pré-traitement. Vous voyez, vos égouts s'en vont dans la centrale et l'eau s'en va dans un grillage. Donc, l'eau s'en va dans une grille. Fait que toutes les matières solides ou les choses qu'on jette des fois par inadvertance dans la toilette, se ramassent dans ce dégrillage-là. Fait que là, ensuite, l'eau s'en va au dessablage. Donc, on sépare l'eau du sable, des matières comme ça, et puis au dégraissage. Donc, toutes les huiles sont retirées. Ça, c'est le pré-traitement. Ensuite, ça s'en va à un traitement qui est primaire. Et puis là, il va y avoir l'eau qui est ressortie. Tout ça, il va y avoir une décantation. Souvent, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va ajouter un agent flocculant dans l'eau. Un agent flocculant, ils vont mettre ça dans l'eau pour que toutes les particules en suspension se pognent en moton puis tombent dans le fond. Fait que ça s'appelle le traitement primaire. Il y a beaucoup de municipalités au Québec qui ont juste ce traitement-là primaire. C'est sûr qu'après ça, tout le reste, ça s'en va dans l'eau. C'est ceux qui ont juste un traitement primaire. Les boues, ensuite, ça s'en va, en fait, des boues usées. Ensuite, il y en a qui vont aller jusqu'à un traitement qui est secondaire. Ici, on a un traitement secondaire. Ce qui arrive, c'est que l'eau qui sort de ce traitement primaire-là va s'en aller dans un traitement qu'on appelle biologique. Le traitement biologique, finalement, c'est qu'on va, les fameux étangs aérés, là, ça, c'est un traitement secondaire. Donc, on va aérer l'eau. Puis là, il va y avoir des micro-organismes qui vont digérer les particules restantes. Et puis, ces particules restantes, ensuite, ça va créer une autre boue. En fait, ça va retourner à la clarification, ça va créer une autre boue qui va s'en aller dans la gestion des boues. Après le traitement biologique, il va y avoir une clarification qui, finalement, va faire décanter, comme je dis, les boues. Et puis, ensuite, ça va s'en aller direct dans le cours d'eau. Fait que ce traitement-là, c'est souvent ça qui est utilisé par les municipalités au Québec, tout dépendant s'ils font un traitement primaire ou ils vont juste au traitement biologique. Et parfois, il va y avoir un traitement qui est tertiaire. Le traitement tertiaire, c'est celui qui est vraiment souhaité partout au Québec. C'est la désinfection qui va vraiment permettre d'éliminer beaucoup de micro-organismes, des hormones, les produits pharmaceutiques dont je parlais, ça fait chuter les virus, les bactéries. C'est vraiment le traitement tertiaire qui fonctionne bien qui est le top du top, finalement. C'est ça que ça prendrait, à mon avis, partout au Québec. Tantôt, je vous disais, moi, je m'intéresse peut-être plus aux pollutions d'origine municipale, notamment au niveau du traitement des eaux usées et aussi agricole. Pour ce qui est du traitement municipal, je vous donne quelques faits saillants. Il y a la moitié des eaux usées du Québec qui passent par Montréal. La moitié. Donc, c'est énorme. On sait, il y a la moitié du Québec qui habite à Montréal, donc c'est sûr que ça y fait aussi. Puis, cette usine a fait juste un traitement primaire. Donc, c'est pour ça que c'est un des gros problèmes de l'eau du fleuve. Ben, c'est clairement la faute de Montréal. Je m'excuse, les gens qui n'ont pas tout de Montréal. C'est pas votre faute. Mais ça coûte cher aussi, il faut dire. Là. Mais effectivement, le traitement des eaux usées de Montréal est un énorme problème pour la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent. L'ozonation, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Montréal veut ozonner son eau. C'est le traitement tertiaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va vous permettre de faire baisser les charges bactériennes, les virus, les produits pharmaceutiques. Les chercheurs s'entendent pour dire que ça ferait baisser tout ça de 90%. Fait que c'est énorme, mais on l'annonce depuis 2008 et puis on attend encore que ça se fasse, mais ça va réellement régler un problème quand on va ozonner l'eau de Montréal. Est-ce que ça voudrait dire que tu as passé de primaire
Ça, je sais pas. OK, je sais pas si ça se ferait. Ils sont obligés d'avoir le secondaire. Quand tu parles, excuse, de Montréal, parles-tu aussi de la rive sud de Montréal, parce qu'il y a des environs de Montréal ou juste Montréal? Je parle vraiment de l'usine de traitement des eaux de Montréal. Oui. On n'est pas touché. À l'extrême est de l'île. Oui, bien, c'est effectivement. Oui, à l'est de l'île. Il reste 15 minutes. Oh, déjà, OK. 400 municipalités québécoises déversent encore dans l'eau sans traitement. Donc, il y a du travail à faire ici aussi. Là, je ne vous en ai pas parlé parce que j'en avais tellement à dire, mais je ne vous en ai pas parlé. Il y a aussi ce qu'on appelle des surverses. Hein? Les surverses, c'est quoi? C'est quand il mouille tellement que l'eau des égouts, que notre usine d'eau usée n'est pas capable de recevoir toute cette eau usée-là. Fait que l'eau usée va s'en aller dans ce qu'on appelle des surverses, donc elle ne sera pas du tout traitée et renvoyée directement dans l'eau. Ça aussi, c'est un problème au Québec. Quand il mouille, il y a souvent des surverses, puis ça, c'est pas traité du tout. Juste sur le territoire de la ZIP, ben, on a eu 1800 débordements juste en 2016, donc de l'eau s'en allait directement dans le fleuve sans traitement. Le milieu agricole, ben, pour travailler sur le milieu agricole, l'idée, c'est pas d'arrêter l'agriculture au Québec, c'est de s'assurer de peut-être la faire différemment. Il y a 3 champs de bataille sur lesquels il faut travailler. Ben, la gestion des intrants. Les pesticides et les engrais qu'on met dans notre champ, souvent le problème, c'est que ceux qui vendent les engrais et qui conseillent les producteurs agricoles, c'est les mêmes personnes. Ouais. C'est certain que quelqu'un qui te fait conseiller par quelqu'un qui vend les engrais va peut-être être porté à augmenter plus la dose. T'sais. Donc, c'est un peu ça, un des problèmes, c'est effectivement la gestion des intrants. Les pratiques de conservation des sols, juste le fait qu'à l'automne, ton sol reste couvert, donc il y a de la végétation sur ton sol, ça va faire en sorte que quand il va y avoir la fonte des neiges, bien, il va y avoir moins de nutriments et pesticides qui vont se rendre dans le cours parce qu'il va y avoir déjà un système racinaire en place sur le sol. Donc, c'est une mesure qui pourrait être vraiment intéressante au niveau agricole. Et puis, évidemment, ben, les bandes riveraines. Les bandes riveraines qui sont finalement des bandes végétales qui agissent comme protection. Quand il pleut, ben, ils vont filtrer l'eau qui va se rendre dans le cours d'eau. Et puis ça, c'est un règlement qui est en place depuis 1987, qu'on doit conserver une bande riveraine de 3 mètres en milieu agricole sur le bord des cours d'eau, mais qui n'est pas nécessairement respectée. Donc, quelques faits saillants. Je reviens sur quelque chose peut-être important au niveau du milieu agricole. C'est un important problème au niveau des pesticides dans le Saint-Laurent qui pose problème pour la vie aquatique. Comme je disais tout à l'heure, la réglementation n'est pas nécessairement respectée. Donc, plusieurs endroits ne respectent pas les bandes riveraines en milieu agricole. Et puis au lac Saint-Pierre, ben, effectivement, l'agriculture a effectivement été un facteur qui a favorisé le déclin de la pêche-chose. Sur une note plus positive, je présente un des projets qu'on met en œuvre à la ZIP des Deux-Rives. On est en train de travailler à la caractérisation des fameux coliformes fécaux sur toutes les rives du fleuve entre Trois-Rivières et Neuville. Vous voyez tous les petits points rouges, c'est les points d'échantillonnage qu'on commence à prendre. Dès cet automne, on a fait des campagnes d'échantillonnage. On va en faire dans les 2 prochaines années. Et puis, l'idée à ce moment-là, ça va être de voir c'est où qu'il y a des problèmes de coliformes fécaux dans le fleuve. Et puis, on est capable, avec des chercheurs de l'UQTR, de voir d'où vient le coliforme fécaux. Est-ce que c'est du caca humain ou du caca animal? Donc, ça va nous permettre vraiment de cibler le problème et de s'y attaquer. Parce que notre objectif là-dedans, c'est un peu que les gens puissent avoir accès au fleuve pour la baignade. Mais est-ce que c'est pas en grande partie lié au faible traitement de l'environnement? Pas tant, non. Parce que, en fait, ce que les chercheurs disent, c'est que les coliformes fécaux qui sortent de Montréal, ils ont une influence jusqu'à peu près à Trois-Rivières. Après, ce qui est dans notre territoire, ce serait dû à des sources qui sont sur notre territoire. Entre autres parce que, malheureusement, le lac Saint-Pierre agit comme usine de traitement des eaux naturelles. Les coliformes, ils se font un peu traités par les îles de Sorel et par le lac Saint-Pierre, qui est comme une classe de décante. Ils nous aident un peu ici à cause de ça, le lac Saint-Pierre. Ils font les étapes. Oui, c'est ça. Entre autres, le traitement secondaire biologique. Parce qu'il y a la rivière Yamaska qui est hyper milieu agricole, autant au niveau des purins porcins. Oui, mais ça, c'est un gros problème pour le lac Saint-Pierre aussi, effectivement. Ça, c'est la job du comité.
Elle a beaucoup de problèmes avec cette circulation. Fait que c'est ça, je vous laisse, sur ce bloc-là, je vous laisse sur des petites photos parce que c'est vraiment des projets le fun à faire, là. Ça, c'est moi avec mon frère qui conduit la chaloupe. On est parti très tôt le matin, on a fait une tournée des rives du fleuve de Saint-Anne-de-la-Pérade jusqu'à Neuilly. On est revenu et on a pris des échantillons d'eau qui sont actuellement en traitement à l'UQTR. Oui? Comment est-ce que Montréal peut parler d'un projet de baignade dans l'est de Montréal, autour de l'île Sainte-Thérèse, et puis tout près du pont-tunnel Hippolyte où on habite? Chaque printemps, il y a des baigneurs qui vont se baigner là pour montrer que c'est baignable. Okay. Avec ce que j'entends là, peut-être qu'ils sont en amont de l'effluent. Oui, en amont. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des sections qui vont être capables de protéger vraiment? C'est sûr que l'usine de traitement des eaux, je ne connais pas la cartographie du système de traitement des eaux de Montréal, mais peut-être que l'usine est là, puis que l'effluent, tout ce qui sort est là, puis que la plage est là. Probablement que c'est pour ça. Mais il faudrait que. Du courant des eaux. Le fleuve descend. Le fleuve, il n'y a pas de marée dans le fleuve de Montréal. Le fleuve descend. Oui, c'est ça. C'est probablement que c'est en amont. Fait qu'on peut peut-être poursuivre avec la deuxième question. On peut peut-être prendre les photos. Est-ce qu'on peut prendre des questions à la fin? On va avoir des questions à la fin? OK. On peut continuer. Puis la deuxième question à laquelle on s'intéresse beaucoup, c'est habiter les rives du Saint-Laurent et conserver la biodiversité, est-ce possible? Avec le temps, on sait, ici on a une photo aérienne du secteur à Champlain, à l'île Val-d'Or, dans les années 50. On a déjà des gens qui s'établissent sur le bord du fleuve. En fait, on s'établit sur le bord du fleuve depuis toujours, avec des systèmes routiers et puis tout ça. Et puis ça, effectivement, ça a eu un impact sur la faune. Et puis, on fait une caractérisation à la ZIP qui permet de voir quelles rives sont artificielles et quelles rives sont naturelles sur le territoire. Tout ce qui est en rouge, c'est des rives qui sont bétonnées ou en muret. Tu peux y aller, Lauriane. Dans le fond, on en voit des exemples ici, des murets de béton ou de l'enrochement. C'est sûr que les gens, ils n'ont pas fait pour mal faire, ils veulent se protéger, ils habitent sur les rives du fleuve, ils veulent se protéger contre l'érosion. Donc, il y a quand même beaucoup d'endroits sur notre Saint-Laurent où il y a des secteurs qui sont comme ça. Et puis ça, évidemment, ça crée des problèmes au niveau faunique, des pertes d'habitat faunique et floristique importantes. À cause de l'artificialisation de rives, aussi parce qu'on s'est établi dans la zone inondable du fleuve. Donc, quand le fleuve déborde, il se retrouve dans une zone qui est très intéressante pour la faune parce que ça permet aux poissons de frayer dans ces zones-là. Mais là, on a vraiment enseveli certains secteurs comme ça en y mettant des habitations. On a fait des remblais qui ont favorisé le réchauffement de l'eau. Donc, il y a eu des pertes de milieux humides et tout ça. Et puis aussi, c'est sûr que les gens qui se sont établis sur le fleuve, ils ont à vivre avec des problèmes au niveau de leur sécurité. Ça augmente la vulnérabilité des gens. On en voit ici des gens qui ont essayé de se protéger contre l'érosion, qui ont mis des murets et puis qui finalement commencent à être désuets. Il y a eu, vous savez, les fameuses inondations dans les dernières années. Les gens ont été très, très touchés par ça. Les infrastructures aussi, les routes. Et puis là, on voit une petite photo en pointe, je pense que ça c'est dans le coin de Saint-Pierre-les-Béquets. Oui. C'est mon Dieu, ça J'ai résidé là, puis le terrain du presbytère réduit d'année en année. Fait que oui, il y a des problèmes d'inondation dans certains cas, mais de se mettre sur le bord du fleuve aussi, il y a des endroits comme ça où tu dis l'érosion est active, puis c'est un peu dangereux pour les gens. Suite à ça, à la fin des années 80, plus à cause de la faune et des conséquences sur la faune et la flore que sur l'humain, le ministère de l'Environnement a mis en place une politique de protection des rives du littoral et des zones inondables. Ça, c'est un règlement qu'ils ont mis en place pour tenter de cesser le développement dans la zone inondable et des rives pour protéger l'environnement. Quelques exemples que cette loi-là contient, c'est qu'on n'a plus le droit finalement de rien faire en zone inondable. Mais ça, les gens, ils ne savent pas nécessairement. C'est surprenant qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et pas faire. Les gens n'ont plus le droit de construire des nouveaux bâtiments en zone inondable. Ils n'ont pas le droit de couvrir la végétation avec du béton ou de l'asphalte. Quelques autres exemples, remblayer, creuser. On n'a pas le droit de faire ça dans une zone inondable, de couper la végétation, couper les arbres dans une zone inondable ou sur les rives. On n'a pas le droit non plus.
utiliser des pesticides, c'est quelques exemples que cette loi-là contient. Une chose qui est très intéressante dans cette loi-là aussi, c'est qu'on doit garder une bande riveraine. Tout à l'heure, en milieu agricole, je vous parlais de la bande riveraine qui était très utile. En milieu agricole, la loi, c'est de garder une bande riveraine de 3 mètres. En milieu résidentiel, c'est 10 à 15 mètres. Normalement, 5 minutes? OK. Fait que, normalement, toute personne qui habite sur le bord d'un cours d'eau devrait se garder une borne végétale comme ça, de 10 à 15 mètres. Je vous donne un petit exemple là, de quelqu'un qui respecte bien, qui vit bien aussi avec l'environnement sur le bord des cours d'eau. À notre gauche, on a un bon aménagement d'un bâtiment qui cohabite très bien avec la faune. Ils vont garder finalement le plus d'arbres possible. Ils vont garder une belle bande riveraine. Ils vont moins artificialiser les rives. Ici, on voit que le petit quai là, il est sur pilotis et non comme ici en béton. Ici, on a une surface totalement engazonnée, donc pas d'arbustes, des rives totalement enrochées. Donc, c'est ça. C'est un petit bon exemple. Si vous voulez, ceux qui habitent sur le bord de l'eau, si vous voulez s'inspirer de cette image-là, ben, c'est quand même intéressant. La bande riveraine, comme je vous dis, c'est une lisière végétale qui longe les rives. Peut-être continuer. Là, j'avais une petite vidéo qui vous montre aussi l'intérêt, je ne sais pas si vous êtes capable de le faire marcher, qui vous montre l'intérêt de végétaliser les rives. Si vous voyez ici, là, regardez l'eau, comment elle coule sans végétation. Et puis ici, ça prend du temps avant qu'elle coule pour regarder comment elle est propre. Donc, ça agit vraiment la végétation comme un filtre. C'est vraiment important au niveau de la qualité de l'eau. Et puis l'eau va couler moins vite aussi. Fait qu'elle va retenir l'eau, ça va faire moins d'inondations. C'est bon pour la nature, mais c'est aussi bon pour l'humain d'avoir de la végétalisation. Ça va aussi être bon pour l'érosion, mais contre l'érosion finalement. Parce que ici, on voit des exemples en milieu agricole. On a de la végétation dans notre rive. La végétation, le système racinaire va permettre de stabiliser la rive, tandis qu'ici, bon, ça décroche parce qu'il n'y a pas de système racinaire pour retenir les rives. Donc, vous voyez là, dans un arbre, il y a un système racinaire qu'on ne voit pas qui va permettre de retenir le sol. Avec les gens qui habitent sur le bord des cours d'eau, c'est super intéressant d'avoir ça chez eux parce que ça va les aider à garder leur sol en place. Et puis, ben, effectivement, c'est des habitats de qualité pour le poisson, les pollinisateurs, quand on a des arbustes à fleurs, entre autres. Puis là, je vous donne un petit résumé de l'intérêt de la bande riveraine. Et puis, c'est un barrage contre la pollution, c'est une protection physique, comme je disais, avec le système racinaire pour la berge. Ça agit comme une éponge, donc ça va régulariser les eaux. Donc, il y a moins d'inondations quand on a plus de végétation. Et puis, c'est un habitat faunique. Je mise beaucoup sur la bande riveraine parce que c'est super important d'en garder une si vous êtes sur le bord d'un rivière. C'est la première chose que vous pouvez faire, en fait, je pense, qui peut vraiment aider les habitats fauniques et vous-même aussi si vous avez peur de l'érosion. Je finis encore sur un projet qu'on fait à la ZIP Les Deux-Rives en lien avec l'année dernière, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, il y a beaucoup de citoyens qui habitaient sur le bord du fleuve qui voulaient qu'on aille les aider à implanter des bandes riveraines. Donc, on a fait un projet qui touchait sur le bord du fleuve à l'île du Large, qui touchait 28 propriétaires qui voulaient qu'on ait planté des bandes riveraines chez eux. Donc, finalement, on a végétalisé 27 propriétés. Et puis c'est ça, on est allé avec la végétalisation comme sur le bord des rives, puis on a essayé aussi de faire de la végétalisation d'enrochement. Ça, c'est plus un petit projet pilote, finalement, d'essayer d'améliorer les zones artificielles pour qu'au moins il y ait de la végétation dans l'enrochement. Et puis, dû au succès de ce projet-là, on est en train de développer un autre projet qui va toucher 3 municipalités pour faire en fait ce même projet-là, mais sur le secteur de la MRC des Chenaux, parce que c'est un secteur qui a vraiment beaucoup d'inondables. Donc, c'est un des projets donc, en ce moment. Allez-y. Donc voilà, j'ai su la date. Aux questions. Donc, on va prendre quelques questions. Isabelle de sa maman. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre les questions. Je veux savoir, mais ça se passe souvent dans l'immédiat que des rejets d'eau usée supposément nécessaires pour des travaux pour la municipalité. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi c'est supposément nécessaire? En fait, dans le cas de Montréal, quand c'est arrivé, je crois qu'il y avait des travaux il fallait qu'ils fassent l'entretien d'une canalisation. Et puis pour faire l'entretien de cette canalisation-là, il n'y avait comme pas le choix
de détourner ça dans le fleuve directement. Fait que c'était leur raison. C'était qu'il n'y avait pas le choix parce qu'il fallait qu'ils entretiennent une canalisation, mais j'en sais pas nécessairement plus que ça, par exemple. Parce que c'est ça, ça a un impact, ça, des décisions municipales, pareil, de dire. Effectivement. Ben, tu sais, ça a des impacts, mais oui, c'est vrai, là, je ne néglige pas ces impacts-là, mais il y a aussi beaucoup de petites tâches, je vais parler de surverse. Il y a beaucoup de moments où, quand il pleut, ça déborde, et puis ces eaux-là ne sont pas du tout traitées, fait que c'est un peu le même phénomène, ça arrive quand même souvent. Moi, j'ai été contente, c'est pas drôle de dire ça, j'ai pas été contente que ça arrive à Montréal, mais j'ai été contente que le problème soit soulevé. Parce que les gens ne sont pas conscients à quel point il y a un problème au niveau du traitement des eaux usées. On a comme l'impression que quand on travaille, peut-être Lauriane pourrait en témoigner ici, quand on travaille en environnement, on réalise qu'il y a tellement de choses qu'on pensait que c'était réglé, puis qu'il n'y en avait pas de problème, puis finalement, Alors, monsieur, une question, et ensuite monsieur et madame. Juste en réaction à ce que Sylvain dit, c'est vrai que quand on travaille là-dedans, on réalise l'ampleur des chantiers, mais on a aussi conscience de l'ampleur des travaux qui sont en cours ici. C'est juste pour le lac Saint-Pierre, il y a le projet de recherche avec 3 universités, 27 chercheurs, 21 projets pour essayer de voir comment on peut transformer l'agriculture plus durable pour le fleuve. Fait que, tu sais, oui, il y a un effet de « mon Dieu, il y a tout ça à faire », mais aussi on voit tous ceux qui travaillent pour trouver des solutions, donc ça permet de dormir la nuit. il y a des solutions envisagées. Alors, monsieur, ensuite monsieur, il y avait une dame et vous. Je pense, ça va être tout après parce que je pense que vous avez faim. On va pouvoir les dîner. Alors, je prends les dernières questions. Alors, monsieur. Justement, en parlant de la Saint-Pierre, j'ai lu l'article dans le devoir que l'armée canadienne va enlever les obus pour les 10 prochaines années. Il y a eu des obus à la Saint-Pierre. C'est quoi l'impact environnemental? Y a-t-il des gros impacts ou. Je t'avoue que le lac Saint-Pierre, c'est une zone que je connais un petit peu moins parce que c'est plus la ville du lac Saint-Pierre. Fait que je ne pourrais pas répondre sur l'impact environnemental. Je suis au courant qu'il y a des obus et qu'ils veulent les retirer, mais je ne suis pas au courant des impacts environnementaux par rapport à ça. Monsieur? Oui, juste pour revenir sur les surverses, je pense qu'on ne peut pas se priver de surverses potentielles dans le futur. On ne peut pas concevoir des systèmes de traitement des eaux usées qui vont être 100% étanches avec tous les changements climatiques, toutes les dispositions allemande qui vont survenir. Mais je reste quand même surpris de voir tous les dépensements de plateforme PPP que vous avez montré au début de votre présentation. Considérant la majorité des villes offrent maintenant le système de traitement des eaux, est-ce que, parce qu'on abuse de ces subverses-là, qui fait que des dépensements comme ça, d'après vous? Ben, les surverses, je suis d'accord qu'il peut toujours y en avoir. Par contre, il y a certains endroits où les surverses, ils ne s'en vont pas direct en haut, mais dans les bassins en attendant d'être traités. Fait que je pense que c'est peut-être une solution qui pourrait être envisagée, les entreposer quelque part, vraiment les traiter. L'impact des surverses sur les coliformes, c'est une excellente question, je ne peux pas répondre, mais je sais que ce n'est pas uniquement les surverses qui causent les coliformes, c'est le traitement des eaux comme tel. Puis le chercheur qui s'intéressait au coliforme fécaux dans la mission là, des résultats dont je vous ai présentés, il a dit que c'était des coliformes fécaux d'origine humaine et non animale. Fait que, moi, ça m'a fait. OK, moi, je pensais vraiment qu'il y avait un problème avec les coliformes fécaux animales dans le fleuve, mais en tout cas, lui, ce qu'il a trouvé au travers de ses échantillons, c'était d'origine humaine. Fait que si c'est les surverses ou c'est le traitement désuet ou un melting pot des deux, mais c'est certain que c'est un problème désuet. Madame? Vous parlez des milieux agricoles versus les milieux résidentiels, la distance, c'est pas de zonage. Qu'est-ce qui définit qu'il est agricole puis c'est résidentiel, ça peut être un chalet au bord d'un lac. Ben, si ta terre est cultivée, normalement tu dois garder 3 mètres sur le bord d'un cours d'eau. Toi, ton activité économique, c'est de cultiver ta terre en faisant du maïs, du soya, ou des choses comme ça, c'est 3 mètres. C'est en milieu résidentiel. Donc, résidentiel, ça inclut les gens qui résident au bord des lacs. Exact. Ouais. Les propriétés privées. Tu sais que, mettons, si on habite, mettons,
rationaliser le plus possible, là, mais en même temps, on peut pas enlever l'être humain des zones inondables. C'est les municipalités qui s'occupent. En principe, c'est les municipalités qui doivent s'occuper de faire respecter ça. Et pour travailler beaucoup dans le domaine, c'est pas quelque chose qui est respecté. Il n'y a pas vraiment d'inspecteurs C'est ça. dédiés à aller sur le terrain, à donner des amendes. Il n'y a pas ça. Donc, c'est aussi la limite de la réglementation politique. C'est qu'une fois qu'on a une règle, mais est-ce qu'on a ce qu'il faut pour s'assurer que ce soit appliqué? Là, c'est une question politique. Ouais. J'avais des questions ici. Oui, bien justement, c'était un peu comme Madame vient d'expliquer. À maintes reprises, vous avez dit, oui, on a des lois, mais ce n'est pas toujours respecté. C'est pratiquement jamais. Par contre, on voit 100 municipalités qui n'ont pas de traitement des eaux. Alors ça, c'est vraiment, c'est ciblé. Puis on ne fait rien pour ça. Alors je me dis, si on a quelque chose à faire, personnellement, il faudrait justement approcher nos échevins, le maire, pour qu'il fasse quelque chose. On le sait, là, on les connaît déjà. C'est incroyable qu'on laisse pourrir ça. C'est très, très politique. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur des projets en milieu agricole. Entre autres, on a un projet pour essayer de conserver un lac, puis on travaille avec des centaines de producteurs agricoles pour implanter des bandes riveraines. Et laissez-moi vous dire que il y en a pas un qui respecte la bande riveraine. Mais c'est pas nécessairement de mauvaise foi. Ils ne savent pas, ils sont pas accompagnés. Des fois oui, des fois non, ça dépend. Ils ne suivent pas la télévision. C'est pas tellement. Comment? Ils ne suivent pas les nouvelles à la télévision. Puis sérieusement, c'est politique parce que. C'est mauvais Hein? Puis parce que ceux qui font respecter la réglementation, qui vont faire respecter la réglementation, c'est le milieu municipal. Tu sais, c'est ça. C'est drôle, tu vas à 10 km de plus en auto, puis tu as une contravention, ça prend pas de temps. Puis quand on arrive là, c'est tout le temps, là, Alors, je vais prendre une dernière question, madame. Par curiosité, est-ce que tu manges du poisson du fleuve? Puis si oui, à partir de où? T'as du sac? Oui, j'en mange tout le temps que ça, du poisson. Un peu le poisson de ton frère. Ouais, on fait avec la chambre de sturgeon, mais il est fumé, fait que une partie qui va être partie. Mais il y a un site internet du ministère de la Faune que tu tapes le nom du poisson et tu vois combien tu peux en manger par mois. Puis c'est intéressant ce site-là. Ce serait, si vous voulez aller voir la contamination des poissons dans le fleuve et les recommandations au niveau de la gestion de poissons, il y a un site internet du ministère de la Faune qui permet de voir ça. Par exemple, à Trois-Rivières, c'est si on n'en mange pas plus que 3 fois par semaine et qu'on ne mange pas les mangeoires, les dorés, il n'y a aucun problème. C'est très bien écrit pour chaque espèce de poisson, les conditions de consommation. Puis on ne peut pas dire que c'est grave là, dans la région. Les seuls qui posent un problème, évidemment, c'est les poissons qui sont prédateurs, les brochets et les masquinongés, qui sont vieux. Les plus jeunes ne sont pas si pires, mais... Je sais, c'est parce que je pêche. Hein? Je veux juste finir sur une question, ça va? Pêcheur. Si il y en a qui s'intéressent à la qualité de l'eau du fleuve, il y a un super beau reportage qui a été fait à la Semaine verte. Allez sur le site internet de la Semaine verte. C'est l'épisode du 12 octobre, je crois. C'est 20 minutes. Les données de l'eau que vous avez présentées, les chercheurs sont très bien expliquées. Fait que je vous suggère fortement d'aller voir, c'est pas long, ça parle quand même. Si c'était plus publicisé, on va moyen de plus, parce que il n'y a rien comme tout comme on va donner un exemple, je ne le donnerai pas, mais je veux dire, quand quelqu'un est gêné de ce qu'il fait, il est porté. Oui. Ça pourrait pas. J'ai fait une rencontre similaire un peu à ça dernièrement dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, qui est une municipalité sur notre territoire, parce que là, il y en a beaucoup de monde qui habite sur les rives du fleuve. Et puis, pour vrai, les gens ont vraiment été sensibilisés à ça, puis ils ont tous signé pour le projet qu'on va faire. Ils ont tous signé pour qu'on le fasse. Les gens sont juste pas au courant, des fois. Si vous en avez, ça serait-tu possible pour voir votre présentation? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je vais demander avec le coordinateur si les présentations peuvent être sur le site des Églises vertes.
réseau des églises vertes pour le commun. Puis, à ce moment-là, je vais faire la demande, mais je pense que c'est possible de mettre toutes ces conférences différentes. Alors, si vous voulez discuter davantage avec Mylène après la conférence, je pense qu'elle va se mettre disponible. Ce fut un sujet super intéressant. Je remercie Mylène. Il y a beaucoup d'admiration dans les yeux de ces enfants-là. Alors, on a vu que le fleuve, en tout cas, il a besoin d'amour, qu'il a besoin de nous. Puis je suis consciente qu'il faut vraiment améliorer les connaissances des gens pour qu'on puisse en priorité. Donc, merci à Mylène de nous avoir donné cette information-là ce matin. Je vous encourage à visiter les kiosques qui sont déjà installés quand vous allez descendre et d'aller profiter de votre dîner et de revenir à 2h, c'est ça? À 2h30 pour les prochaines conférences.